Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré dans la grande salle du Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous recevons aujourd'hui la galeriste et fondatrice de Galerie S, Sidonie Guéchet. Bonne écoute. Donc tu n'hésites pas à me corriger. Donc Sidonie Guéchet, alors rapidement, je pense qu'on reviendra après de toute manière sur les premières questions. Tu commences un parcours universitaire à Toulouse où tu fais une licence de droit et puis un master d'histoire de l'art. Tu poursuis ensuite à l'école ICAR de management et médiation de la culture du marché de l'art. Tout à fait. En 2011, tu commences à la galerie Vue. Ouais. Puis en 2015 à la galerie Polka où tu seras directrice adjointe, c'est ça? J'ai un doute, 2015 ou 2014. Je pense que je rentre en 2014 chez Polka. D'accord. Donc galerie Vue, puis galerie Polka. Ouais. Ensuite en 2022, tu crées ta galerie. Parce que moi j'ai un passage à la galerie 110. Effectivement, à la base, je quitte Polka pour me lancer dans un projet qui s'appelait la 110. Ouais. Et donc en fait, où on me demande d'être directrice artistique. Et pour plein de raisons, je lance la galerie et après je pars et je vole de mes propres ailes en indépendante et je monte ma propre galerie. Et du coup en 2022 En 2022. Ta propre galerie, Galerie S. Oui, ouais. Là, c'est les 1 an cette semaine, le 1er mai. D'accord. Donc, Galerie S, rapidement, donc basée dans le Marais, 8 rue du Bourg-l'Abbé, qui fait la part belle à des approches pluridisciplinaires, photographie, sculpture, installation, vidéo, peinture, dessin, performance. En ce moment, et jusqu'au 12 mai, on trouve dans tes murs l'exposition Fièvre, une exposition monographique de l'artiste photographe Lorenzo Castor. Castoré, ouais, c'est ça. Voilà. Et je pense qu'on peut commencer avec comment on devient galeriste et surtout c'était dans tes plans quand tu fais licence et master de droit puis master d'histoire de l'art quand t'es là-dedans. Pas vraiment, non. À la base, quand je suis à Toulouse et que je fais du droit, je le fais d'abord pour faire plaisir à mes parents parce que j'étais littéraire et qu'ils se sont dit tu trouveras jamais métier avec ça. Et donc au départ, je voulais être avocate, pénaliste en fait. Je voulais défendre les gens. D'accord. Et je me suis rapidement aperçue quand j'ai fait du droit que le droit et la justice, c'est deux choses très différentes. Et j'ai été hyper déçue et je me suis dit, en fait, tu vas pas pouvoir faire ces métiers-là, tu finiras pendu à une poutre à 40 ans, ça va pas pouvoir le faire du tout. Et donc, j'ai cherché tout ce que je pouvais faire pour pas avoir perdu ces 3 années de droit et faire tout le reste de travers. Et en fait, c'est comme ça que je vous présente souvent. Bon mot pour Twitch. Ouais, fort bien. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai trouvé le boulot de commissaire-priseur à l'époque et je me suis dit, en fait, je vais vendre ça aux parents pour aller faire de l'histoire de l'art. Et donc, voilà. Donc, j'étais à Toulouse à ce moment-là. J'ai fait de l'histoire de l'art. J'ai fait mon master. Et puis, sur un coup de colère, j'ai décidé de partir à Paris. J'ai fait une petite valise et je suis partie à l'ICAR. Ils m'ont prise. En fait, j'ai postulé à l'école. Ils m'ont prise en dernière année et j'ai fait ma dernière année à Paris parce que je me suis dit, tu vas partir à Paris et tu vas travailler sur place pour te former pour être commissaire-priseur et il te faut te faire un réseau parce que tu connais personne, que t'es pas de ce milieu-là, que tu viens du sud de la France. Je viens d'un village où il y a 250 habitants, à peu près le triple de Brebis. Tu vois, donc en fait, je connaissais pas vraiment. Enfin, le milieu à Paris, je le connaissais pas. Donc, je suis arrivée en 2010 à Paris, je connais personne. Je dors sur le canapé de ma tante et en fait, j'ai construit au fur et à mesure en travaillant. Et donc, à l'école, ils nous demandaient de trouver un stage. Moi, j'avais décidé que ça serait la Galerie Vue parce que j'avais vu à Toulouse, au Château d'Eau, une exposition d'Anders Peterson qui m'avait vachement marquée. Et je me suis dit, allez, ça sera ça. Et en fait, j'y suis allée, ils m'ont prise en stage et à la fin de mon stage, ils m'ont engagée. D'accord. Et quand tu viens à Paris et que tu fais l'ICAR, tu as encore en tête d'être commissaire-priseur ou c'est une idée qui s'est déjà Entre-temps, j'avais déplacée. rencontré Claude Nory quand je faisais mon mémoire sur la photographie. J'ai travaillé sur le voyage amoureux en photographie. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'avais croisé Claude Nory qui fait partie qui avait fait partie des cahiers de la photographie, qui font partie des gens qui ont théorisé la photographie dans les années 70. Et il a été l'une des premières galeries photo à l'époque, la galerie Contre-jour, la galerie et maison d'édition Contre-jour en 75. Donc cette personne-là, c'est une rencontre qui a été hyper importante pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de travailler en direct avec les artistes. Et commissaire-priseur, j'ai fait quelques stages et je me suis dit en fait, c'est plutôt les objets. Et finalement, les artistes, ils sont déjà morts. Et ce qui m'intéressait, c'était le travail dans quelque chose d'actuel et la connexion en fait
fait. Et ce truc de défendre des travaux, en fait, comme je voulais être avocate et défendre, il y avait cette idée de go-between, en fait, d'entre-deux dans la galerie qui m'intéressait énormément. Parce qu'en fait, on est en permanence en train de faire l'entre-deux entre les artistes et les collectionneurs. Et notre rôle, c'est que ça se passe le mieux possible et de faire passer le message, en fait, de traduire le travail. D'accord. Du coup, tes premiers moments officiellement à la Galerie Vue, ça se passe comment quand t'es plus stagiaire Alors, comme je suis passée directement du stage au boulot, en fait, ça s'est enchaîné véritablement. Et du coup, à l'époque, c'était une ambiance assez particulière chez Vue. Il y avait encore Gilou Le Gruyec, qui fait partie des personnes que je considère comme un mentor, parce qu'elle était très engagée pour ses artistes. C'était parfois explosif, parce qu'il y avait des caractères hyper forts. En même temps, c'était aussi une grande récré, parce qu'en fait, on se retrouvait avec une galerie dans laquelle il y avait Richter Schrommel, Manders Peterson, Nio Engstrom, Michael Ackerman. Et en fait, il faut imaginer qu'à chaque fois qu'il y avait un vernissage, ils étaient tous là pour faire la fête. Donc en fait, j'avais 25 ans et je me retrouvais en soirée avec des photographes que j'admirais énormément, qui picolaient en hurlant Skoll, en trinquant. Et en fait, moi, j'arrivais de Toulouse et j'étais émerveillée, quoi. Je bossais avec des gens que j'avais énormément admirés. Je me retenais juste de leur dire, j'aime beaucoup ce que vous faites. En fait, j'avais vraiment ce truc avec cette passion pour le travail et pour ce que faisaient ces gens-là. Et j'apprenais à connaître, en fait, mon métier. J'ai compris à quoi servait mon métier à ce moment-là. Parce que Gilou, c'est une femme qui est hyper droite, qui est bretonne, qui a vraiment ce truc où elle dit ce qu'elle fait, elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Moi, c'est un truc que j'essaye de faire aussi. Et elle est très verticale. Donc en fait, elle défendait ses artistes bec et ongles, et j'avais beaucoup d'admiration pour ça. Voilà. Donc c'était hyper formateur. J'ai aussi rencontré à l'époque Étienne Hatt, qui aujourd'hui travaille pour Art Press, mais qui était à la Galerie Vue à l'époque. Et il y a beaucoup des artistes que j'ai rencontrés chez Vue, d'abord stagiaires et puis ensuite galeristes, qui sont aujourd'hui des artistes que je représente aujourd'hui. Donc en fait, j'ai créé des liens avec ces gens-là, toute jeune, même si à l'époque, quand on me recrute, on me dit un peu, en fait, on te recrute parce que t'es jolie, tu portes bien le short. Je portais apparemment très bien le short. Voilà. Donc, bon, écoutez, on est recruté pour les raisons. J'étais major de ma promo, je précise quand même, donc je faisais pas que bien porter mon short. Mais voilà, bon, hein, c'est des choses qu'on entend. Quelle année 2010. Ouais. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai fait 3 ans chez eux et en fait, à un moment où j'avais vraiment envie d'autre chose, il se trouve que Polka cherchait quelqu'un. Parce que Jean-Kenta Gauthier, qui a sa galerie aussi aujourd'hui, qui était parti de son poste. Et du coup, ils cherchaient, et c'est Christian Cojol à l'époque et Éric Larouille et même Gilou qui vont appeler pour moi pour que je puisse partir dans cette nouvelle étape. Et après quelques années, quand Gilou va s'en aller, il y a certains photographes qui vont suivre, notamment Richard Dumas, Nicolas Comment, il y avait Alain Bizos aussi qui vont suivre chez Polka. Et ensuite, quand moi je vais partir monter ma propre galerie, certains vont suivre et certains je vais les retrouver aussi. Lorenzo Castore, je l'ai rencontré, j'avais 25 ans et on était chez Vue ensemble en fait à l'époque. Et on s'est connus comme ça par la Galerie Vue. Voilà. Ok. Mais c'est le cas pour Esther von Plon aussi, pour pas mal d'artistes que j'ai rencontrés à l'époque et qui étaient eux tout jeunes artistes et qui avaient été repérés par Christian Cojol ou par Gilou et qui vont être ramenés dans le giron de Vue. Et puis après, moi, c'est des gens avec qui je vais bien m'entendre sur le moment, donc je garde un contact amical. Et quand j'ai monté ma galerie, c'est des gens qui me connaissaient, qui m'avaient vu travailler, etc., etc. Et du coup, en fait, ils m'ont suivi. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi que ça se passe bien. Pourquoi cette décision de monter ton projet à toi ? Alors, à la base, quand je pars de Polka, mon idée, c'était de me dire que j'avais envie et besoin de défendre des travaux qui me ressemblent. Et j'avais aussi la conscience que les chiffres en France, pour les femmes représentées en galerie, c'est à peu près 30%. Il y a 80% d'artistes femmes dans les écoles d'art, donc il y a un moment où il y a une déperdition qui se fait. Et je me suis dit qu'en fait, plutôt que de pleurer sur le lait renversé, il fallait être aussi actrice d'un changement, et que donc si moi je voulais que ça change, il fallait que je fasse en sorte que ça change. Voilà. Donc j'avais envie de défendre certaines écritures qui n'étaient pas des écritures pour Polka. En fait, j'ai tenté des greffes à des moments qui marchaient plus ou moins bien. Mais c'est normal, en fait, ils ont une direction artistique, ce qu'ils font, ils le font très bien. Voilà, c'est leur maison, c'est tout à fait normal. Mais
moi, j'avais d'abord un autre héritage visuel, j'avais des choses qui me touchaient, j'avais envie aussi de faire pas que de la photo. Parce que j'adore la photographie, j'ai des séquelles, je viens de là, donc forcément il y aura pas mal d'expos photos à la galerie, mais voilà, mais il y aura pas que ça. Et j'avais vraiment à cœur qu'il puisse y avoir des écritures qui me ressemblent et qu'il puisse y avoir qu'on puisse représenter une certaine scène française, c'est-à-dire artistes français et artistes étrangers, mais résidant en France, pour qu'il y ait une forme de dynamisation, parce que j'ai passé des années en galerie avec des artistes qui me disaient c'est infernal, on est français, il n'y a pas de galerie, il y a des galeries spécialisées en art coréen, en art, dans certains arts africains contemporains, etc. Mais en fait, tu trouves pas de galerie à Paris qui défendent les artistes de ta génération, en fait. Donc je me suis dit, en fait, ma génération, plus ou moins 10 ans, bon, après, il y en a un ou deux qui sont mes anciens, mais c'est Alain Bizos, c'est la famille, donc en fait, j'allais pas le laisser sur le côté, donc il est un peu plus âgé, mais l'idée, c'était quand même, dans grande majorité, de défendre des artistes de ma génération, et puis aussi de mettre en place une programmation où il y ait une parité, à minima, au niveau des artistes représentés. Donc là, ma toute première exposition solo sur un homme, elle est en ce moment, donc ça fait 1 an que la galerie existe. J'ai pas fait exprès, ça s'est fait un peu de façon organique. Je compte pas les têtes, mais en tout cas, j'ai à cœur de représenter des travaux et naturellement, j'ai des artistes femmes qui viennent vers moi. À ce propos, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était avec Anne-Lise. Avec Anne-Lise Broyer, pendant le festival Approche. Ouais. Et c'était donc tu présentais Anne-Lise, le salon Approche, le festival, excuse-moi. Le salon Approche, tu présentais Anne-Lise pour la première fois. Et en même temps, il y avait une expo dans tes murs ou pas? Alors, je présentais pas Anne-Lise pour la première fois parce que le tout premier événement que j'ai fait avec Anne-Lise, c'était à Drawing Now, et c'était vraiment le tout premier acte de la galerie où je relançais en Galerie S. Donc c'était Drawing Now l'an dernier en mars. Et j'avais fait un duo show sur mon stand avec le travail de Boriana Petkova et le travail d'Anne-Lise Broyer. D'accord. Voilà. Et là, donc, je présentais en solo à Approche. Mila avait bien aimé, Mila Junardi, la directrice artistique d'Approche, avait bien aimé le travail d'Anne-Lise. Elle trouvait que c'était pertinent sur cette édition. Et donc, j'ai fait un solo avec elle et on était contents. Ouais. Et après, j'ai fait une expo à la galerie qui a duré 2 mois. D'accord. Parce que là, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'artistes dans ta galerie. Mais t'as fait combien d'expositions pour le moment? Est-ce que tu as plus d'artistes résidents finalement que d'expositions que tu as fait? Alors, pour l'instant, j'ai fait 6 expos. Ouais. Dont une collective, où il y avait un peu tout le monde. Ouais. Et après, tout le monde n'est pas en train de produire en permanence non plus. Oui, non, mais bien sûr. Mais ouais, l'idée, c'est que ça tourne à peu près tous les 2 ans. Pour l'instant, j'ai 11 artistes représentés. D'accord. Je vais très doucement pour les faire rentrer les gens parce que je suis seule à travailler sur la galerie pour l'instant avec une stagiaire ou une stagiaire de temps en temps. Donc c'est pas, je préfère y aller doucement, rentrer des artistes avec qui je suis sûre de pouvoir bien défendre le travail. Et voilà, je fais petit à petit. Mais l'idée c'est de les présenter à peu près tous les 2 ans, minimum sur une collective. Ouais. Les solos, c'est vrai que j'essaye de voir pour les artistes qui sont très productifs, en fait, qui ont vraiment de la prod, qui ont vraiment des nouvelles séries régulièrement. Ça a du sens effectivement de faire des expos très régulières. Pour certains artistes qui ont déjà été montrés récemment ou qui ont des hors-les-murs, ou voilà, on essaye de voir et que c'est du sens aussi. Par exemple, là, il y a un livre que j'aimerais préparer avec Richard Dumas, donc là, on est en train de chercher un éditeur pour lui. Je veux pas faire son expo s'il n'y a pas le bouquin, en fait. D'accord. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc surtout que Richard, il y a un travail qui est en constante évolution, mais il n'y a pas de travail par série, vraiment. Donc pour moi, ça avait plus de sens de le faire en ayant un éditeur en partenariat, en boostant un peu l'exposition par ce biais-là. D'accord. Tu sais aussi, oui, d'accompagner certains événements. J'imagine que Anne-Lise va avoir une exposition au musée de l'Armée. Oui. Bientôt, l'année prochaine. Ouais. J'imagine aussi que d'une manière ou d'une autre, tu vas essayer d'accompagner. Très probablement. Les choses comme ça, par une foire ou quelque chose. Oui, c'est prévu. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la ligne éditoriale de ta galerie, au-delà de cette parité? De cette parité. L'idée, c'était vraiment scène française, et après, je présente ce qui me touche, pour paraphraser Roland Barthes. Donc, j'ai des travaux. J'ai des amis qui diraient que c'est assez noir.
Non, j'ai beaucoup de travaux assez. J'aime les travaux où il y a de la tripe, en fait, où ça vient, où c'est assez guttural, où ça vient de l'intérieur, où il y a une énergie avec. Par exemple, le travail de Boriana, qui est ma prochaine exposition, c'est un travail qui est sur les Boriana Petkova, c'est un travail sur les limites du corps et le rapport à soi, le rapport à la douleur, le rapport aux autres. Donc c'est un travail très fort et qui laisse pas indifférent. En général, les gens aiment ou détestent ou sont très mal à l'aise, et j'aime bien qu'il puisse y avoir ce rapport-là. Je pense que l'art c'est transformatif et qu'en fait ça me dérange quand en fait, j'ai pas envie de faire de l'art qui va bien avec le canapé. Pardon, c'est un peu horrible de le dire comme ça, mais en fait, ça peut être esthétiquement plaisant, c'est pas le problème. Et la beauté, pour moi, c'est une question assez vaste. Ce qui est beau, c'est pas forcément ce qui est coloré ou léger ou voilà. Mais j'ai envie quand même qu'il y ait une certaine densité dans les travaux, une charge sensorielle, qui est une charge esthétique, qui est une vraie réflexion, qui a un peu de densité, parfois de la poésie, ce qui implique beaucoup de choses. Donc voilà, donc il y a un peu tout ça dans ce que je représente. Après, je marche beaucoup au coup de cœur et à la sensation que j'ai les collectionneurs qu'il faut pour pouvoir proposer le travail et pas aller dans le mur. Quitte à me dire qu'au départ, en fait, ça va prendre un peu de temps pour mettre en place le travail et que les gens fassent confiance et suivent sur un travail. Voilà, je suis prête à faire un peu à perte au départ parce que quand je suis persuadée que ça va marcher. D'accord. Et en tout cas, par rapport à tes expériences, là, c'est aussi l'occasion d'ouvrir à d'autres médiums que la photographie. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que j'ai commencé à faire là depuis que j'ai la galerie. J'avais commencé un peu avec la 110 aussi. J'avais déjà trouvé on fait des rencontres avec certains artistes comme Boriana, Petkova, Arthur Gillet ou d'autres sur lesquels j'avais eu des coups de cœur, des bonnes connexions et voilà. Et donc là, il y a des expos qui sont prévues en fin d'année. Enfin, Arthur, on va faire une exposition. Arthur Gillet, donc qui est un artiste plasticien français qui travaille beaucoup en céramique, peinture sur soie et installation. Et en fait, Arthur, il a fait tout un travail il est fils de parents sourds. Il a fait tout un travail sur ce qu'on appelle les CODA, donc Child of a Deaf Adult, et tout ce que ça a pu impliquer pour lui sur son travail. Là, en ce moment, il a une longue fresque, je crois qu'elle fait 10 mètres, dans les vitrines de l'Institut français à Berlin, sur ce sujet-là. Et donc, du coup, en fait, on prévoit une exposition au moment des Jeux paralympiques à la fin de l'année, donc, à la fin de l'été plutôt, à la galerie. Voilà. Donc là, on sera plus du tout dans la photographie. Mais toujours, voilà, c'est toujours sur un sujet c'est une façon de traiter, parce que là, pour le coup, lui, il est dans une approche immédiate très, très séduisante, parce que c'est très coloré. Mais le sujet, lui, il est pas évident, en fait. Il est pas évident. Surtout, moi, je l'avais jamais vu traiter, en œuvre. En fait, c'est un sujet que j'avais, en plus, sur lequel je m'étais pas interrogée. Vraiment. Donc, ça m'a intéressée aussi pour ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et quelque chose à défendre sur ce travail-là. Qui est à l'origine d'une collaboration? Comment ça tes rencontres? Alors, il y a les artistes que tu connaissais déjà, mais les nouvelles rencontres, elles arrivent comment, du coup, maintenant? Ça dépend. Il y a des gens qu'on m'a présentés, en fait, où quelqu'un m'a dit tu devrais regarder ce boulot, ça va te plaire. Il y a des gens que j'ai rencontrés en lecture de portfolio. Ça m'est arrivé même chez Polka de rencontrer des gens pour la galerie en lecture de portfolio. Donc ça arrive encore. Je fais beaucoup de visites d'ateliers. J'essaie de faire les portes ouvertes de bouche quand c'est compatible avec mes horaires. Je fais aussi pas mal la Tour Orion. Je tourne l'atelier Les Lilasiennes, qui est un atelier de 3 jeunes artistes que je vais exposer cet été. Je vais faire une collective en juillet d'L3. Curatée par Mariana Demarzi. Voilà, donc en fait, ça dépend vraiment. C'est un peu au gré des rencontres et d'une affaire de feeling aussi, parce que je me paye un peu le luxe, en étant dans ma propre maison, de ne travailler qu'avec des gens que j'aime bien.
pour moi, le vrai luxe, c'est ça. C'est qu'en fait, tu te dis, est-ce que j'ai envie de dîner avec? Oui, non. Et en fonction, je travaille avec ou pas. Même si l'œuvre te parle, mais que la personne est détestable, bah, du coup, au revoir. Ouais, non, tu vois, c'est ce truc de séparer l'homme de l'artiste. J'ai jamais trouvé de couteau assez aiguisé pour ça. Donc, moi, j'y arrive pas, perso. Après, ouais, chacun fait ce qu'il veut et je comprends qu'il y a des gens qui vous disent, en fait, moi, j'ai besoin de gagner de l'argent, donc ce truc-là, je sais que je vais le vendre. Moi, je sais que si j'aime pas, je vais pas le défendre bien. Ou du moins, j'ai pas envie de le faire. Je l'ai fait pendant des années, en vrai. Ouais. J'ai travaillé pour d'autres, donc il y avait des sélections d'artistes parfois où je vendais des trucs, mais j'étais pas toujours très fière de le faire. Et là, en ayant ta propre galerie, c'est du coup... Écoute, pour l'instant, c'est un luxe que je me paye. Après, dans quelques années, peut-être je te dirai autre chose, mais pour parce l'instant, j'ai pas envie, en tout cas, de le faire. Parce que du coup, toi, ta galerie, elle est à côté d'ici, là. Ouais. Elle est pas loin du tout. J'imagine, elle est grande. C'est 45 mètres carrés, donc c'est très modeste. Ouais, c'est très modeste. Ouais. Mais du coup, comment tu fais? C'est viable comment ça? C'est viable entre les ventes, les locations d'expo et puis la Fashion Week. Le serpent de mer qui revient à chaque galerie. Petit secret. Toutes les galeries. Toutes les galeries le font, bien sûr. C'est pour ça. J'ai même plus honte de le dire. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte de... Faut ce qu'il faut. Non, mais ça, visiblement, ça doit bien changer les choses quand même. Ouais, ça aide. Oui. Je pense que si un jour ça devait s'arrêter, il y a pas mal de collègues que ça ferait du mal. Ouais. Non, c'est sûr que c'est une manne, c'est pratique parce qu'en fait, on a déjà les dates à l'avance, on sait les moments où on va fermer, on peut arranger nos expos en fonction des moments où on ferme ou pas. Et puis, en fait, ça fait de l'argent qui rentre pour l'espace, c'est toujours bien et ça permet d'être moins pris à la gorge sur les loyers qui sont démentiels. Dans le quartier, ouais. Et les loyers aussi qui sont démentiels en foire, parce que tu racontes Drawing Now, c'est pas la plus chère. Non, mais il y en a beaucoup Approche, c'est pas non plus la plus chère, mais effectivement. Ouais, tout est cher, cher en fait, tout est très cher. Après, il faut voir. Moi, je réfléchis à d'autres solutions parce qu'en fait, je suis partie un peu la fleur au fusil. Je voulais pas avoir un associé ou une associée, mais quelqu'un en unique qui derrière puisse vouloir contrôler la direction artistique, parce qu'en fait, je l'ai trop vu dans les galeries. Et en fait, du coup, je préfère être toute seule et galérer au départ et trouver des solutions subsidiaires plutôt que de me dire que j'allais transiger sur la ligne artistique de la galerie. Et je me disais, bon, tu veux te lancer, autant le faire à fond et y aller vraiment comme tu veux le faire et proposer quelque chose qui soit cohérent et concret. Et puis si tu pars dans le mur, au moins tu sais pourquoi tu pars dans le mur. Mais tu vas pas présenter la tante de machin ou la cousine de truc parce que ça arrange ton actionnaire. Ouais. Donc j'avais pas envie de faire ça. Voilà. Bien sûr. Et du coup, j'ai une question sur les revenus d'une galerie comme la tienne. Au-delà des ventes et de la Fashion Week, ça gagne de la vie comment, une galerie? En location d'expo, sur des choses comme ça, quand on a du stock, comme c'est le cas moi pour certains artistes qui ont beaucoup de stock. Ah, tu fais ça, tu fais de la location d'expo. Ouais. Là par exemple, on a une expo qui est partie à Rennes la semaine dernière, à La Rochelle, pardon, la semaine dernière pour Richard Dumas. Voilà, qui ouvrira à la fin du mois, donc il y aura une double exposition dans le cadre du festival qui est en ce moment à La Rochelle, sur le cinéma. Donc à la fois La Sirène et Bocaremlo, double expo. Ils font une belle exposition avec une 40aine de tirages de Richard, qui sont des beaux bébés bien encadrés en bois brut. Voilà. Donc ça fait partie des revenus possibles pour la galerie, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire, peut-être c'est le moment du coup de parler de la contractualisation ou pas avec les artistes. Comment ça se passe, la liaison? Ça dépend la galerie. Ça dépend des artistes, j'ai envie de te dire. Il y en a qui veulent à tout prix avoir un contrat parce que ça les rassure, d'autres pas. Et toi, tu veux quoi? Moi, je veux des gens en qui je puisse avoir confiance et qui me font confiance aussi. Je veux une relation qui est saine parce qu'en fait, contrat par contrat, pas contrat, si la personne veut te la mettre à l'envers, elle te la mettra à l'envers. Donc en fait, je pars sur des principes de bonnes relations, en fait, avec les gens. Mais j'imagine que depuis j'ai oublié l'année, depuis 2011, à la Galerie Vue, tu as dû voir des moments où ça se passait mal. Et c'est pour ça que je te dis ça. Parce que chez Vue ou chez Polka, il y avait des gens qui avaient des contrats, et ces gens, quand ils ont envie de partir, ils partent. Contrat, pas contrat. Et en vrai, ça n'a aucun sens de les retenir, parce qu'en fait, tu veux pas garder quelqu'un qui n'a pas envie d'être là.
Donc, en fait, en général, même s'il y a des clauses qui stipulent que tu es censé envoyer ton lettre recommandée à tel moment et pas à tel autre, moi, dans ce que j'ai vu, en tout cas, si l'artiste veut partir, il part, quoi. C'est ça le plus gros problème qu'il peut y avoir dans une collaboration, la séparation? Moi, ça dépend comment c'est fait. C'est toujours pareil. Je pense que c'est comme les ruptures amoureuses. Finalement, si t'étais sur des bonnes bases, tu peux rompre dans des bonnes conditions. Mais je pense qu'après, tu vois, il y a toujours des hauts, des bas. Il y a toujours des gens avec qui ça fonctionne, ou des angoisses en fait, des deux côtés, ou des incompréhensions. C'est toujours pareil. Mais en fait, du moment où les choses sont le plus claires possible, le plus limpide possible, en général, ça se passe bien, quoi. Et après, c'est pour ça aussi que moi, je fais attention aux gens avec qui je travaille. C'est que j'ai pas envie de prendre quelqu'un qui sait pas ou qui va faire un truc. Voilà, ça peut arriver, hein, des gens qui font des trucs. Tu vois, c'est quand même un milieu qui est particulier, donc il peut y avoir des situations complexes à des moments. J'ai jamais vu de grands dramas. J'ai vu des gens partir de façon précipitée et qui l'ont regretté après. J'ai vu des gens revenir. Donc ça dépend, en fait. J'ai envie de te dire, les galeries, c'est particulier. Hein. Puis il y a des gens qui sont spécialistes. Je pense à quelqu'un en particulier qui quitte ses galeries tous les 3 ans et qui les rechange, en fait. Qui passe d'une galerie à l'autre et qui revient, en fait. Cet artiste-là, c'est assez particulier, mais voilà. Il y a des gens comme ça qui ont ce truc d'angoisse, en fait, d'être enfermé quelque part, enfermé avec une galerie ou dans le reproche aussi. Et donc après, il peut y avoir des relations qui se nouent et qui sont pas toujours très bonnes. Et puis, moi, chez Polka, c'était pas directement moi. Moi, je gérais une partie des artistes, mais pas tous. Et j'ai vu pareil. Là, sur la galerie, c'est pour ça que je prends du temps, en fait, à faire rentrer les gens, parce que justement, j'ai pas envie encore une fois, j'ai pas envie de m'embêter sur des histoires. Donc, je préfère travailler bien clairement avec des gens avec qui c'est bien clair. Et avec qui je sais que je vais pouvoir communiquer sainement. Après, je suis pas à l'abri qu'il y ait des choses qui se passent pas bien, mais on aura fait le max pour que ça soit pas le cas. Est-ce que tu vends plus en foire ou dans les murs de la galerie? Définitivement en galerie. Définitivement en galerie? Ouais, moi pour l'instant en tout cas, ouais, okay. je vends plus en galerie. Et mais la foire, c'est important. Et pourquoi alors? Parce que la galerie est en train de se lancer. Donc il faut faire connaître, il faut une visibilité, il faut des rencontres, il faut tout ça. Après, parfois tu fais un truc. L'an dernier, par exemple, j'avais fait une foire photo qui s'appelle Photo Basel en Suisse. Sur le stand, j'ai vendu 1 ou 2 pièces. Et vraiment, je suis partie là, j'étais pas contente. Et en fait, j'ai fait 3-4 ventes 6 mois après. Mais après, il faut pouvoir tenir quand tu as avancé ton stand et tes frais de déplacement, etc., ton transport. Faut avoir les reins un peu solides, quoi. Et de temps en temps, quand tu démarres, tu te fais des frayeurs, quand même. T'es un peu dans des moments où tu te dis, oula. Puis finalement, parfois, ça revient. Tu sais pas pourquoi. Quelqu'un qui te contacte et qui dit, j'avais vu votre stand il y a pas longtemps. T'es là, oui, c'était il y a 6 mois. Voilà. Donc, il y a des choses qui se déclenchent. On est surpris parfois. Et en fait, c'est juste, il faut le temps que ce fond de roulement de touches se mette en place, en fait. Et c'est pour ça que les foires, c'est important, parce que ça permet de toucher des collectionneurs que t'as pas forcément. Moi, je connaissais des gens parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier, quasiment maintenant. Donc, à force, en tout cas en photographie, il y a pas mal de gens que je connais et qui me connaissent. Oui, c'est ça, parce que je rebondis à quelque chose que tu as dit précédemment quand on parlait de la sélection d'artistes avec qui tu travailles ou pas, et tu as dit quelque chose comme, ça dépend de la personne, de l'œuvre proposée, etc. Il faut que ça me touche. Puis, c'est aussi en fonction des collectionneurs que je connais. Est-ce que c'est des boulots dont je sais que je vais pouvoir les porter auprès d'un public que j'ai déjà? Et du coup, ma question, c'est comment, alors il s'est constitué avec l'expérience que tu as eue chez Polka et Vue. Oui. Et donc les foires, c'est important pour continuer de développer ce réseau de collectionneurs, parce que c'est ça la manne principale de la galerie, quoi. Plus t'as un fichier de collectionneurs riche. Riche dans le sens où les médiums seraient différents, etc. Diversifié, ouais. Plus c'est important pour toi, c'est quand même ça Oui, c'est important pour moi, c'est important pour les artistes. C'est rencontrer des nouvelles personnes qui vont aimer certains travaux, parce qu'ils aiment certains travaux, potentiellement ils vont en aimer d'autres qui seront dans la même veine à la galerie. D'où l'importance, en fait, de me dire que ce que je fais est un minimum cohérent. Parce qu'en fait, quand il y a des artistes quand il y a des gens qui résonnent avec une partie de la ligne artistique, ça veut dire qu'ils vont aimer certains travaux et puis ils en aimeront d'autres. Donc c'est aussi ça l'intérêt.
Et puis après, il y a l'idée de l'expansion de la galerie, c'est-à-dire que j'ai quand même envie que la galerie, elle se développe et qu'elle aille de plus en plus haut. Oui, j'ai de l'ambition pour la galerie et pour moi et pour les artistes aussi, par le même biais. En fait, si ça réussit, tout le monde réussit, donc c'est chouette. Tu vois, là, on démarre, donc en fait, on peut commenter. Et donc ouais, mon objectif, c'est ça aussi, c'est que la galerie puisse se développer le plus vite possible, le mieux possible. Et donc là, les foires, c'est un des biais. Après voilà quoi, au départ j'ai fait quelques foires l'année dernière, j'en ai fait plusieurs. Et cette année je m'étais dit que j'en ferais moins, mais que j'essaierais de faire des plus grosses. Voilà, essayer de rentrer. Donc là j'ai des dossiers pour la fin d'année qui sont pending. C'est en ce moment là les dossiers. Il y a eu des dépôts de dossiers là. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'imagine. Il y a eu plusieurs. Il y en a eu il y a un petit moment déjà, il y a 15 jours, 3 semaines. Et puis là il y en a un qui a été fait là. Donc ouais, donc il y a des dossiers en cours, j'aurai des réponses en juin, juillet, on va voir. D'accord. Je croise les doigts. On croise les doigts pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît un sujet de travail ? Est-ce que tu as une méthodologie ? Est-ce que c'est une thématique, par exemple, quand tu fais tes expositions de groupe ? Ouais. Tu es autour d'une thématique, une problématique qui à un moment te frappe. Comment ça se passe pour toi ? Ça dépend. Parfois, ça me gratte le cerveau pendant un moment. Ouais. Là, la dernière collective que j'ai faite, c'était en septembre. C'est une collective qui s'appelle Chevaleresse. Et en fait, le sujet vient d'une discussion avec ma cousine qui est doctorante en histoire médiévale, qui s'appelle Louise Gay, et qui travaille sur les femmes au pouvoir en France et en Angleterre pendant la guerre de 100 ans. Donc en fait, elle parle de toutes ces reines qui ont régné, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Et en fait, au détour d'une conversation, on parlait de la féminisation des mots, et notamment du terme de chevaleresse qui a véritablement existé, il y a tout un tas de féminins en fait qui existaient au Moyen-Âge, qui ont été supprimés de la langue après plus tard. Et ce terme de chevaleresse, je le trouvais intéressant parce qu'en fait, la chevalière, c'est la femme du chevalier, ou la bague. Donc la chevaleresse, celle qui montait à cheval et qui allait se battre, ça a existé. Sur le côté un peu Jeanne d'Arc, ça a existé. Il y en a eu quelques-unes qui allaient effectivement au combat, mais surtout, il y en avait beaucoup qui étaient au pouvoir, en fait, qui étaient régnantes quand leur mari partait au combat et qui étaient chefs de guerre, en fait. Donc, en fait, elles étaient nobles et elles étaient chefs de guerre, donc elles commandaient aux armées. Et je trouvais ça intéressant comme figure. C'est d'autant plus intéressant qu'en fait, à partir du moment où j'ai eu cette conversation-là, j'ai commencé à voir ça partout dans des travaux d'artistes un peu contemporaines. Et je me suis dit, en fait, il y a un sujet que je trouve intéressant. Et entre-temps, j'avais trouvé le travail de Raymond Darcier, qui est une artiste qui a fait partie des fondatrices de la MLF. Et cette artiste-là, en fait, elle a fait partie d'une belle exposition à la Maison Rouge, il y a quelques années, qui s'appelait L'Esprit français. Il y avait une très grosse pièce qui était exposée, qui s'appelait Au nom du Père, qui était une grosse dame en laine tricotée, qui doit faire 4 mètres de haut, avec 2 sacs à bas dont dépassaient des baigneurs. C'est une pièce qui est assez dingue. Et cette pièce-là, elle a fait l'objet d'une acquisition par Pompidou. Bon. Et cette femme-là, en fait, je me disais, c'est fou, parce qu'en fait, elle a jamais été en galerie. Elle a plus jamais été montrée. Après, son travail a jamais fait l'objet d'un solo, etc. Et notamment, elle avait une pièce qui s'appelait Armure pour artiste, qui était une pièce énorme qui doit faire 120 kilos et en bon 1,50 m de haut, qu'elle a tricoté à la main avec du fil de fer. Donc, elle a passé des mois à tricoter des fils de fer pour créer une armure pour artiste. Voilà. Et c'était dans l'idée, évidemment, qu'il fallait avoir la peau sacrément dure pour être artiste, parce que c'est un boulot difficile. Et j'étais allée la voir, elle a 83 ans, cette dame. Je suis allée la voir en lui disant, ça serait super que la pièce soit dans l'expo. Elle m'a envoyé complètement bouler, mais elle m'a dit, si vous voulez, on fera autre chose. Et de là, je me suis dit, bon, ok. Donc ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux trouver, quels autres travaux tu peux trouver pour que ça fonctionne autour de ça? Et puis, en fait, il y avait le travail de Bourriena, il y avait le travail d'autres artistes que j'ai rencontrés au fur et à mesure, Camille Soualem, notamment, Romy Alizé, avec qui je travaille depuis un petit moment, qui fonctionnait très très bien avec la thématique. Et donc, on a fait ce sujet là-dessus. Donc là, ça me grattait depuis longtemps. Parfois, c'est quelqu'un qui a une discussion ou une phrase ou un sujet ou un des sujets d'un artiste qui va m'amener quelque chose. Je vais me dire, bah là, il y a un super sujet pour une collective. Parfois, ça peut être un commissaire aussi ou une commissaire qui va arriver en me disant, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses?
Tiens, d'ailleurs, le rapport avec les commissaires, c'est plus loin dans le questionnaire, mais vu qu'on est là. Vu qu'on y est. Le rapport avec les commissaires, comment ça se passe? Est-ce que tu t'en invites souvent? Est-ce que je sais pas, ils viennent faire des textes pour certains des artistes? Comment ça se passe? Et toi, est-ce que tu fais aussi du commissariat dans d'autres contextes? Alors, moi, j'en ai fait pour Arles l'année dernière, okay. Pour l'exposition qu'il y avait eu pour Isabelle Chapuis. Mais sinon, j'en fais essentiellement pour ma galerie, et j'en ai toujours fait pour les galeries dans lesquelles je travaillais, mais sans forcément, quand tu travailles en galerie, tu signes pas forcément ni les textes, ni la scénographie. Donc, en fait, j'en ai fait pas mal, mais ça ne se sait pas. Mais par exemple, pour l'expo d'Isabelle Chapuis, comment t'interviens sur l'exposition? C'est toi qui es à l'origine du projet? T'es invité? Comment? C'était sur le projet, on est venu me chercher pour le projet, pour me solliciter sur des artistes qui pouvaient correspondre à la thématique à l'époque de l'expo. J'avais proposé 2 artistes, ils ont retenu le travail d'Isabelle, et donc là, j'ai travaillé avec elle pour la scénographie de la salle, qui n'était pas très grande. Donc il fallait réfléchir quand même à une scéno qui pouvait être compatible aussi avec l'artiste avec laquelle elle partageait la salle. Donc voilà, ça s'est construit un peu comme ça. Et après, pour le rapport avec les commissaires, je pense que c'est un métier important. J'essaye de faire appel à des commissaires autant que je peux, quand j'ai le budget pour le faire pour une expo. Quand c'est une expo, il n'y a pas trop de prod, j'essaye de faire venir, parce que un commissaire, ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà. Par exemple, pour Chevaleresse, j'avais 2 textes. J'avais le texte de ma cousine, népotisme, voilà. Mais il y avait un texte en plus d'Isabelle de Maison Rouge, qui a fait un texte pour l'exposition également. Et sinon, après, là, tu vois, la prochaine expo qu'on aura, qui s'appelle 6, qui est le travail de Borjana Petkova et Iskra Blegaeva, sera commissariée par Elora Weilengerer, qui a été pris des critiques d'art, des jeunes critiques d'art l'an dernier. Donc ouais, j'essaie de bosser avec des commissaires, surtout quand c'est des gens dont j'admire le travail. Elora est extrêmement douée. Fort sympathique en plus, donc ça gâche rien. Mais voilà, donc quand c'est des trucs où ça colle, où je vois que ça peut être positif en plus pour la galerie, parce que ça amène un œil frais sur l'espace. Moi j'ai un espace, je sais pas si vous l'avez vu en photo, ou voilà, mais j'ai un espace qui est très particulier parce qu'il y a deux arrondis, les deux cloisons centrales en fait. Quand on rentre, il y a 2 cercles, donc ça crée un truc qui est hyper rigolo à travailler en scéno. En fait, c'est une contrainte, donc forcément, t'es obligé de tourner autour, c'est le cas de le dire, puisque c'est des arrondis. Et de ces contraintes-là, ça développe de la créativité, ça force à développer de la créativité. Et qu'est-ce que j'ai sur le point de vue extérieur, le regard extérieur, parce que là tu dis avec des commissaires ça se passe bien, c'est cool aussi parce qu'ils apportent un œil extérieur. Il y a d'autres personnes vers qui tu vas naturellement chercher un œil frais, une critique, du soutien. C'est tout le temps en fait. C'est un métier à la fois très solitaire et on est très entouré. Moi j'ai de la chance, je suis très bien entourée. Là, j'ai fêté les 1 an de la galerie un peu en avance parce que la vraie date, c'est le 1er mai, mais il n'y aurait eu personne à Paris. Donc, on a fait ça. Mercredi dernier, on a fait un concert jazz dans le cadre de l'exposition. Et j'ai eu plein d'amis qui sont passés. Il y a des gens qui m'ont fait des cadeaux alors que c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de la galerie, tu vois. Donc, je m'y attendais pas forcément. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des collectionneurs fidèles avec qui j'ai une belle relation depuis longtemps et qui, quand je dis je me lance, je sais pas faire un business plan, ils m'ont fait attends, viens voir. Voilà, donc j'ai quand même eu la chance d'être bien entourée par des gens qui m'ont porté leurs conseils. Voilà, je pense à Jean-Philippe Daniel qui a été très présent, qui est un de mes collectionneurs que j'aime beaucoup et qui a été toujours très présente pour répondre à mes questions. Je pense même à des éditeurs ou des éditrices comme Frédéric Desripa. Je pense à des gens comme ça dans le milieu qui ont été qui quand j'avais besoin d'avoir un retour concret et même parfois brutal sur ce que je fais, me disait toujours ce qu'il pensait en fait, et je pense que ça c'est très important. Et après j'essaie d'en parler avec les artistes, j'ai des amis formidables aussi qui regardent beaucoup, qui viennent beaucoup, qui sont très présents et qui font de la com autour des événements et qui soutiennent beaucoup, qui sont là aussi bien sur les moments où tout marche bien et où il se passe des trucs cool que sur des moments où il y a des creux de vagues et puis moi je me pose plein de questions parce qu'il faut s'en poser tout le temps en même temps.
et où c'est moins facile, et heureusement qu'il y a des gens qui sont autour qui vont allez oui mais c'est bien, faut pas lâcher. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille en fait. Je pense que si tout le monde, c'est comme artiste en fait, si tout le monde pouvait le faire, tout le monde le ferait. Si c'était facile, ça se saurait. Ah non. En fait, Pas persuadé que tout le monde le fasse pour autant. Même si c'était facile, je suis pas persuadé que tout le monde le choisisse. Comment? Attends, j'ai perdu ce que je voulais te demander. Ah, là, le nul. Ton rapport avec les institutions, les collections publiques, les choses comme ça, comment ça se passe quand tu vernis une nouvelle expo? Tu les invites, En fait, ça y est, je me rappelle de ma question. Le réseautage. Tu vas au vernissage? Non, c'est pas du tout ça. Pardon. Est-ce que tu fais des dîners? Je me suis raccroché à notre questionnaire, mais c'était pas ça que je voulais demander. C'est quoi le meilleur moment pour toi quand tu élabores un projet? Le contact avec les artistes, tu construis, tu rédiges, tu écris un peu le projet, tu accroches, tu vernis, tu vends, tu gagnes plein d'argent ou pas, tu décroches. C'est quoi le meilleur moment de tout ça? L'accrochage. L'accrochage? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le moment où ça apparaît, en fait, où tu as eu plein d'idées, tu as travaillé. L'expo actuelle, avec Lorenzo, on y a travaillé plus d'1 an. Donc en fait, on en a parlé, on a réfléchi, on s'est pris la thèse, on s'est dit mais ça marche pas, on a cherché à trouver des solutions. Et quand t'arrives et que tu fais l'accrochage et que t'es dans un truc de pure création, où tu le vois lui fonctionner, qu'il a ramené des trucs, on voit ce qui marche, qu'on fait des assemblages d'idées, et en fait tu vois que l'expo prend forme sur les murs et que en fait c'est le résultat que tu voulais, il est là. C'est hyper grisant en fait, c'est génial, c'est un moment formidable et tu sais qu'en fait tu vas le montrer. Et après, t'as le trac pour le vernissage parce que tu dis bon, mais c'est pas grave. En fait, tu te changes, tu remets du rouge à lèvres. Enfin, voilà, pour moi en tout cas, tu remets du rouge à lèvres et tu reprends en scène, quoi. En fait, Est-ce qu'il y a une tension entre toi, ta vision globale et un petit peu le recul que t'as sur le travail en tant que galeriste, sur comment tu vas pouvoir le vendre et comment il faudrait le présenter? Et ce que veut l'artiste? Est-ce que des fois, ça se rencontre pas, ça se rejoint pas? Ça se discute. Est-ce que ça s'engueule un peu? Alors, je dirais pas qu'on s'engueule. On en discute en tout cas. On en parle beaucoup. On n'est pas toujours d'accord. Je pense que c'est un peu normal. Mais c'est plus l'idée, c'est jamais de dire alors pas ça parce que vraiment ça se vendra pas. Non, c'était pas ma question. Mais parfois sur des choses qui me semblent plus évidentes en fait, qui peuvent paraître. Parfois, il y a des choses qui sont très simples et qui permettent de résoudre des problèmes qu'on avait où on s'est fait des grosses hernies au cerveau. Et puis on se dit, mais en fait, il suffit de changer de mur et ça marche mieux. On dit, ah bah oui, ça marche mieux. Et cette image-là, en fait, il faut quand même la mettre à l'avant parce que c'est le carton. Ah oui, c'est pas bête. Voilà, sur des choses, des fois, de trucs où tu te noies dans un verre d'eau, mais ça arrive quand t'es sur un accrochage, en fait, t'es tellement c'est comme quand tu cuisines, en fait, tu sens plus l'odeur, tu sais, quand tu cuisines. C'est un peu pareil. Des fois, t'as tellement la tête dans le guidon qu'en fait, je pense que les artistes sont tellement dans leur travail. En fait, d'avoir le recul et toi, que tu puisses avoir un pas derrière et dire, attends, parce que peut-être ça, en fait, ça serait mieux et ça serait plus simple et ça serait en plus plus évident. Et parfois faire ça, c'est bien. Et ça arrive que ça marche bien comme ça. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais bon, ça part pas en engueulade non plus, quoi. Enfin, c'est pas tellement mon caractère. En vrai. J'essaye de faire les choses. Encore une fois, tu vois, j'ai envie de les faire dans une bonne ambiance et dans un truc. On est plutôt du genre à faire. Enfin voilà, le dernier accrochage, on faisait des paris sur le fait que les caisses arriveraient ou pas. On avait parié une bouteille de champagne pour se dire à quel moment la caisse... Parce qu'en fait, on a eu un problème avec FedEx. La dernière caisse est arrivée au dernier moment au milieu de mon accrochage. Et en fait, on aurait pu stresser, se prendre la tête et se dire, mais comment... Voilà. Et puis au final, on s'est dit, bon, en fait, de toute façon, on n'y peut rien. Au pire, on trouvera une solution. Et puis maintenant, en fait, on va faire un pari pour savoir quand est-ce que la caisse arrive. Et en fonction de celui qui trouve, les deux autres payent le champagne. Voilà. Donc, on avait trouvé un truc comme ça pour diffuser la tension, en fait. Parce qu'en fait, si tu te mets dans un truc où toi, t'es stressé, l'artiste est stressé, en fait, tout le monde est stressé, on va se monter la tête et le truc va partir en épingle. Personne prendra du plaisir. L'accrochage et l'expo, elle sera pas bien. Ça part pas bien, en tout cas. Enfin, si tu dois le faire dans la douleur tout le temps, c'est pas la peine. Enfin, c'est des métiers tellement difficiles pour les artistes comme pour nous quand on démarre. Enfin, pour la galerie, moi, je la démarre. Donc, c'est pas toujours simple. Si tu le fais pas avec plaisir, si t'es pas heureux de faire ce que tu fais, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose parce qu'il y a plein de métiers qui rapportent beaucoup plus d'argent, en vrai. Donc,
le jour où j'en ai marre, je sais pas, je vais vendre des bagnoles d'occasion, mais ça me rapportera beaucoup plus d'argent. Mais c'est pas, si je fais ça, je le fais pas pour rien. J'ai pas choisi ce métier-là par hasard. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, je sais très bien pourquoi je le fais, et je sais très bien aussi que, j'essaie de le faire du mieux que je peux. Mais si j'avais voulu être richissime, j'aurais pas fait ce métier. J'aurais continué, j'aurais fait avocate. Peut-être je serais plus là pour en parler, mais... Très bien. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la représentation ? Tu fais des vernissages, des rencontres. Alors, tu nous parlais des lectures de portfolio. Moi, j'aimerais un jour qu'on fasse un numéro spécial lecture de portfolio, parce que c'est un monde entier. Ouais. C'est un monde incroyable. J'étais en lecture hier, c'est quelque chose à chaque fois. Et... parle-nous de réseautage, quoi. Est-ce que t'es présente, tu vas faire toutes les foires Alors oui, au maximum de ce que je peux, j'essaie de faire des dîners. Alors la galerie, en tant que telle, les événements que j'organise pour la galerie, je fais d'abord les vernissages. En général, mon rythme, c'est tous les 2 mois à peu près, il y a un vernissage. Sinon, c'est 6 semaines de temps en temps quand, pour des raisons, voilà, on fait des expos plus courtes. Et on fait toujours au moins un événement pendant l'exposition pour relancer. En plus des rendez-vous privés que je fais avec les collectionneurs, où je les invite à prendre un café ou à venir dîner à la maison, etc., etc. Donc ce deuxième rendez-vous, ça peut être plein de choses. J'ai fait des dîners à la galerie. Je fais un très bon ossobuco, faut le savoir. Et là, le concert, ou organiser des lectures de poésie, en fait, on l'a fait plusieurs fois. C'est aussi des choses que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est ça qui me plaît. Et ça permet de partager et de relancer de façon élégante. Parce que juste le truc de renvoyer le catalogue en disant coucou, c'est un peu lourd. Voilà, donc j'essaie d'éviter de faire ce genre de choses. Et après, oui, même quand je ne suis pas sur les foires, je vais au moins pour voir ce qui se fait, en fait. C'est au moins pour voir ce qui se fait, faire la bise aux copains galeristes, et voir ce qui se fait autour, voir les idées qu'ils ont eues, voir les accrochages qui ont été faits, se tenir au courant de ce qui se fait, en fait. Ne serait-ce que pour ça, j'ai fait Art Paris, j'y suis allée pour dire bonjour, même si je n'étais pas dessus. J'avais pas postulé cette année parce que compliqué en termes je me disais que c'était pas ma priorité pour l'année, et j'ai conscience de mon budget. Et même si c'est une bonne foire. Et du coup, je suis passée quand même pour voir un peu les gens, pour voir ce qu'ils avaient fait, pour voir les stands, prendre le pouls aussi, savoir si ça avait bien marché ou pas. Il y en a qui te mentent, d'autres qui te mentent pas. C'est toujours intéressant. Et voilà, donc ouais, j'aime bien faire ça. C'est encore une fois, tu vois, même toutes les expos, les vernissages, que ça soit institutionnel ou en galerie, je soutiens les copains, j'essaie de passer, j'essaie d'en faire au max, parce qu'en fait, c'est une culture visuelle et ça s'entretient, c'est un muscle, le regard. Donc plus t'en vois et mieux c'est. Et en ça permet de voir plein de trucs. Après, il y a des moments où je t'avoue qu'il y a des moments où je suis juste crevée. Je me dis, est-ce que vraiment t'as envie de sortir ce soir ? Et donc je me dis non, en fait, peut-être à la maison, faire une assiette de pâtes avec le chat, ça ira pas mal. En vrai, ça serait peut-être mieux. Voilà. C'est quoi les rendez-vous que tu rates pas ? Pardon. Les rendez-vous que je rate pas, c'est dans l'ensemble, tu veux dire ? Oui, j'en sais rien. Par exemple, j'imagine que tu vas tout le temps à Arles. Oui, Arles, j'hésitais cette année un peu parce que l'an dernier, j'avais 4 artistes représentés qui étaient exposés. Donc ça, c'était super. Cette année, j'en ai pas. Par contre, j'ai des copains ou des anciens artistes avec qui j'ai collaboré, comme Vassatin Yogananthan ou Stéphane Doc, qui est un copain depuis de longue date, qui ont des expos. Donc je vais y aller pour soutenir aussi les copains, puis voir du monde. Mais après, je suis pas certaine que ça soit vraiment incontournable. Enfin, je sais pas. C'est un beau rendez-vous, hein, quand même. J'y serais passée, mais peut-être pas sur la semaine d'ouverture. Parce que voilà. Mais là, je vais y aller quand même sur la semaine d'ouverture quelques jours. Histoire de voir aussi les gens. Mais j'aime bien aussi les voir. Je suis pas forcément très bonne quand il y a beaucoup, tu sais, les gros pince-fesses où il y a énormément de monde et où il faut tenir sa coupe de champagne de la bonne façon. Quand je te disais que je suis pas parisienne born and bred, ça se sent sur ce genre d'événement. J'ai pas forcément toujours le talent d'être excellente en mondanité. Et c'est pas ma nature, en fait. J'aime bien les choses plus petites. Tu penses que c'est important qu'il y a des choses qui se jouent là, dans les relations que peut nouer la galerie avec des critiques, avec des journalistes, avec des collectionneurs, enfin, je sais pas quel est... Toujours, mais après, je veux dire, mon réseau, moi, j'en avais pas quand je suis arrivée à Paris, donc je l'ai construit autrement. En fait, je l'ai construit sur du one-on-one, avec des gens que j'ai rencontrés, que j'ai croisés à la galerie, avec qui je passe du temps, qui me voient travailler sur le long terme, et qui se dit qu'en fait, peut-être...
quelque part, il doit y avoir une plus-value ailleurs. Enfin, j'espère. Parce que sinon, enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas en me voyant, c'est pas envoyer mes dance moves, tu vois, sur des trucs, sur les fêtes, machin, hyper huppé que j'ai brillé, clairement. Enfin, j'y vais, mais c'est pas forcément le truc dans lequel je suis le plus heureuse et à l'aise. Je préfère amplement faire un dîner où on est une dizaine et on peut se parler, et on peut avoir une conversation intéressante avec du fond, plutôt que de faire un truc, de faire d'énormes trucs, pince-fesses, etc. C'est pas tellement mon ADN. Après, ça n'empêche pas que quand il faut le faire, ben, je le fais. Tu vois, j'y vais quand même, je me force, j'y vais et je fais très bonne figure. D'accord. Voilà. Il paraît que je porte bien le short. Alors. Voilà. Ça sera la dernière question qui arrive. Marceau, je te laisse choisir. Parce qu'il est... Oui, non, mais pourquoi c'est à moi de choisir la dernière question? Parce que t'as ton petit moment Élise Lucet à la fin. Non, pas du tout. Si ce n'est ma martingale, réseaux sociaux, diffusion, etc. C'est important, c'est pas important. C'est interactif. Aujourd'hui, c'est très important. Toute la com est très très importante. Est-ce que tu as déjà fait des ventes à distance, par exemple, C'est-à-dire sans que les gens voient les heures? Ouais. Donc ça, c'est régulier. Ouais. Ça arrive. En fait, il y a beaucoup de gens, en particulier en photographie, les gens ont parfois moins besoin, alors que moi, je trouve que d'un tirage à l'autre, ça change tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin. Donc, ça, c'est un truc que je respecte. Après, parfois, ils ont vu le travail ailleurs, etc. Tu vois. Mais oui, ça arrive de façon plus régulière. Je pense pas que les réseaux sociaux servent à ça, en soi. Non, mais c'était pour explorer d'autres vitrines, d'autres terrains, pour donner de la visibilité à la galerie. Qu'est-ce qui est important? Moi, je fais une communication en 2 vitesses. Il y a une communication qui est ciblée pour les collectionneurs. Il y a une communication qui est grand public. Donc les réseaux sociaux, c'est le côté grand public, et donc je fais essentiellement Instagram. C'est moi qui le fais, donc ça, c'est pas forcément toujours. Je suis pas excellente, mais je suis pas trop mauvaise, je pense. Mais j'ai pas 25 ans. En fait, je pense qu'il y a une génération qui est hyper naturelle avec ça et qui pense toujours et qui le fait bien, qui a le bon son, le bon truc, les bonnes. Voilà. Moi, tu vois, je vais bientôt avoir 40 ans. En fait, je pense que ça se ressent aussi. J'ai pas trop envie de faire, tu sais, ta tante qui essaye de dire des mots trendy pour faire bien. Donc, j'ai pas trop envie de faire des trucs. Voilà, j'essaye de. On te voit pas sur TikTok en short. Donc tu n'as pas de TikTok. Je n'ai toujours pas de TikTok. Voilà. Cela dit, vous êtes sur Twitch, hein, donc bon, pardon. Non, mais attends. Moi, je vois tout le monde arriver sur TikTok, justement. J'y suis depuis. Enfin, je regarde parce que je ne crée rien, mais je vois les galeries progressivement arriver sur TikTok. Ouais, il y a quelques années, il n'y en avait pas. Il y en avait 0, et je vois la maladresse qui l'accompagne aussi. Bon, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Cyril, mais pour des TikTok plus officiels, mais vraiment, on voit des commissaires d'expo qui tentent des choses, des artistes aussi. Avec plus ou moins de succès. Voilà, moi je préfère pas faire que faire des trucs complètement nuls, et là-dessus je pense que j'attendrai d'avoir développé un peu mon équipe et d'avoir quelqu'un qui aura 25 ans et a envie de faire plein de trucs pour TikTok, qui créera un truc à son image, et à qui je laisserai carte blanche là-dessus, parce que clairement je ne sais pas faire. Donc voilà, ce que je le fais pour l'Insta de la galerie, et après l'essentiel de la communication, je pense aussi collectionneur, c'est la presse, et ça, du coup, je fais un dossier de presse et j'envoie de façon personnelle aux gens que je connais, justement les fameuses personnes que j'ai connues petit à petit sur le réseau. Et là, j'ai eu pas mal de presse pour l'expo actuelle, puisqu'on a 3T à Télérama, on a eu un super papier de Constanza Spina pour Fisheye. Enfin, on a un bon retour pour l'expo actuelle. Je suis contente, tu vois, parce que la galerie est toute jeune, donc 3T sur Télérama. En fait, ça a l'air de rien, mais j'ai des gens qui arrivent dans la galerie avec le Télérama. Ah oui? Ouais. D'accord. C'est toujours prescripteur. J'ai vu, il était marqué vu à la télé. C'est ça. J'ai des mamies qui arrivent avec l'article comme ça découpé. Tu sais, elles font des clippings. Je trouve ça génial. Moi, j'adore. Ça me fait hyper plaisir. En plus, ça font. Je connaissais pas la galerie. Vous avez des excuses. La galerie est pas vieille. Mais c'est hyper mignon. En fait, moi, ça me touche toujours beaucoup. Et je suis très contente. Et voilà. Et donc tout ça, c'est des petites choses qui sont faites, tu vois, en partant sans attaché de presse. Au tout départ, j'avais lancé un premier communiqué avec une attachée de presse avec qui j'avais travaillé par le passé. Mais là, pour l'instant, je fais toute seule et en fait, ça marche pas mal. Donc, là, à chaque fois, on a pas mal de presse. Donc, je suis contente. Ça prouve qu'on doit faire quelque chose de bien. En même temps, Lorenzo, il a un super travail. Enfin, voilà. Donc, on continue comme ça pour l'instant. Eh bien, Sidonie, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Et donc, on rappelle, c'est jusqu'au 12 mai. 11 mai. Alors, je travaille pas le dimanche, mais 11 mai. Jusqu'au 11 mai 2024. Donc, pour ceux qui regardent en replay, tant pis pour vous. Voilà, ouais.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les informations et actualités de la galerie sur son site internet ainsi que sur Instagram @galeries. Merci au Centre Pompidou qui nous accueille et nous accompagne. Un grand merci à Cyril et son équipe qui nous soutient à la régie. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Sans Titre sur Instagram @sanstitre.cast. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.